Dans l'actualité ce soir, le changement de cap de la politique économique. Nicolas Sarkozy annonce son plan de relance pour contrer la récession. 26 milliards d'euros de dépenses publiques, dont 15 dès l'an prochain. Un plan centré sur l'investissement et financé par la dette. La prime à la casse est confirmée, le prêt à taux zéro étendu. Parallèlement, la Banque centrale européenne baisse massivement son taux d'intérêt. Dans l'actualité aussi, la Chine hausse le ton contre la France. Pékin brandit la menace de représailles commerciales à 2 jours de la rencontre entre le Dalai Lama et Nicolas Sarkozy. L'adoption à l'Assemblée est d'une des dispositions centrales de la réforme de l'audiovisuel public. Dans une ambiance toujours houleuse, les députés ont voté pour la nomination du président de France Télévisions au Conseil des ministres. Qui se cache derrière l'Opus Dei? L'organisation traditionnaliste catholique, souvent mise en cause pour ses méthodes, veut s'ouvrir au regard. C'est le dossier de cette édition. Le lancement de la première grande étude sur la pollution de l'eau par nos médicaments. On verra que les effets sur la faune et la flore se font sentir. Enfin, Lance Armstrong s'explique son retour dans le Tour de France. Les soupçons de dopage. C'est une interview France 2. Nous l'entendrons. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a des journées qui marquent un tournant dans un quinquennat. Il y a quelques mois encore, on parlait des caisses vides, on évoquait la rigueur et la priorité était à la réduction des déficits. Eh bien, avec la crise, tout a donc changé. L'heure est à la relance par la dépense publique. On va s'y arrêter en détail. D'abord, les principales mesures de ce plan de Nicolas Sarkozy, plan centré sur l'investissement et l'entreprise. Sophie Brune. Pour relancer l'économie, Nicolas Sarkozy préfère miser sur l'investissement des entreprises que sur la consommation des ménages. La meilleure politique de relance possible, c'est celle qui soutient l'activité d'aujourd'hui et qui prépare la compétitivité de demain. L'automobile et l'immobilier, les deux secteurs les plus touchés par la crise, sont prioritaires. Le président confirme le versement d'une prime à la casse de 1 000 €. Pour encourager l'achat de véhicules, les organismes spécialisés dans le crédit auto vont bénéficier d'un financement exceptionnel et un fonds de restructuration sera créé, notamment pour les sous-traitants. Une aide aux constructeurs, mais pas un chèque en blanc. Il n'y aura pas de sauvetage, ni dans l'automobile, ni ailleurs, sans contrepartie. Il n'y aura pas d'aide sans engagement à ne plus délocaliser. Pour soutenir le bâtiment, le montant du prêt à taux zéro sera doublé. Dans les 2 prochaines années, 70 000 nouveaux logements doivent être construits, le tout pour 1,8 milliard d'euros. Le président propose également des mesures de soutien aux entreprises. L'État leur remboursera ainsi de façon anticipée 11,5 milliards d'euros. Pour soutenir l'emploi, les entreprises auront droit à de nouveaux allègements de charges. Les embauches réalisées en 2009 pour des postes à bas salaire dans les très petites entreprises seront exonérées. Le plan relance également l'investissement public. 11,5 milliards d'euros doivent être consacrés à des grands travaux, comme par exemple le train à grande vitesse. Enfin, le plan prévoit une mesure de soutien aux ménages défavorisés. 200 € pour les 3 800 000 foyers qui toucheront l'an prochain le RSA. Montant du plan au total 26 milliards d'euros selon l'Élysée, l'équivalent de 1,3% du PIB, de quoi creuser le déficit. À ceux qui me disent que ça coûte cher d'investir, très bien, et ça coûte encore plus cher que de payer l'indemnisation du chômage et les allocations sociales parce qu'on a détruit de l'emploi. Ce coût-là, personne n'en parle. Et pourtant, il faut le mettre en face de l'effort d'investissement que nous faisons pour notre pays. Avec ces nouvelles dépenses, le déficit public atteindra presque 4% du PIB l'an prochain, bien au-delà des engagements européens de la France. Alors on le disait, c'est un virage pour la France, mais c'est toute l'Europe qui a modifié ses priorités. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Ce plan de la France est-il comparable à ce que font nos voisins ? Eh bien écoutez, oui et non. Oui parce qu'avec ces 26 milliards d'euros, eh bien il est exactement dans la moyenne de ce que souhaite Bruxelles. Et non David, parce que face à la crise, eh bien chaque pays européen réagit différemment. Chaque pays fait un peu ce qu'il peut, si je puis dire. Alors, en Grande-Bretagne par exemple, c'est un plan de relance de 15 milliards d'euros sur la seule année 2009 qui a été annoncé. Londres baisse le taux de TVA sur un très grand nombre de produits pour soutenir la consommation. En Allemagne, c'est un plan de 32 milliards d'euros qui a été annoncé, ce qui est exactement comparable d'ailleurs au plan français
Français. Et puis en Italie, le plan de relance n'est pour l'instant que de 450 millions d'euros. Ce sera sûrement plus, mais Rome est étranglée par une dette gigantesque et Silvio Berlusconi a décidé de distribuer des cartes bancaires avec 120 euros, là encore pour doper les achats avant Noël. Alors, tous ces plans sont donc différents, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils font exploser les déficits. Et ici, à Bruxelles, on sera bien obligé de tourner pudiquement la tête lorsque l'an prochain, le déficit français va pulvériser le pacte de stabilité. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François. On s'arrête maintenant sur l'une de ces mesures annoncées en faveur du bâtiment. Elle concerne directement ceux qui veulent acheter un logement neuf. Il s'agit de l'extension du prêt à taux zéro. De quoi s'agit-il exactement? Explication Fabien Chadeau, Olivier Robert. Relancer la construction en facilitant l'accès à la propriété, c'est l'objectif du gouvernement. Il va doubler le montant du prêt à taux zéro, un prêt sans intérêt, octroyé sous condition de ressources pour l'achat d'un logement neuf. Exemple, un couple parisien veut acquérir pour la première fois un appartement. Pour bénéficier de ce prêt, son revenu imposable ne doit pas dépasser 43 750 euros. Jusqu'à présent, il pouvait emprunter 22 500 euros. Désormais, ce sera 2 fois plus, soit 45 000 euros. Pour la profession, cette mesure pourrait relancer l'immobilier à condition que tout le monde joue le jeu. Je crois que le secteur bancaire enfin se redécide véritablement à prêter, mais également que les acheteurs potentiels reprennent vraiment confiance. Donc c'est un élément en tout cas extrêmement positif et on ne peut que saluer son arrivée. Mais pour ce promoteur, le dispositif n'est pas assez ambitieux. Ce n'est pas un plan de relance immédiat, ça aura très peu d'effet en 2009. Il fallait passer à la TVA à 5,5, il fallait mettre une mesure immédiate qui aurait resolvabilisé immédiatement toute la clientèle. Selon l'Élysée, cette mesure permettra de construire 100 000 logements neufs l'année prochaine. La facture pour l'État, 600 millions d'euros. Alors ce plan sera-t-il efficace? Eh bien, les avis divergent évidemment. L'UMP se félicite, le MEDEF salue une vision qui privilégie l'investissement et le travail. François Bayrou pour le MoDem s'interroge pour sa part sur la portée des mesures annoncées. Je vous propose d'entendre maintenant Martine Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste. Pour elle, le plan n'est pas à la hauteur. On l'écoute. Au lieu d'accroître ces déficits, il aurait mieux valu prendre des mesures courageuses, reconnaître que la loi TEPA qui devait nous permettre d'arracher avec les dents un point de croissance complémentaire, eh bien, on l'a vu, nous a mis dans la récession, eh bien, la mettre entre parenthèses, supprimer des niches fiscales. Encore une fois, Gordon Brown est en train de faire cette politique-là pour pouvoir financer une véritable relance. Alors, on n'aurait peut-être pas un déficit public qui va encore s'accroître pour des mesures qui, encore une fois, ne sont pas des mesures pour l'avenir. Et la loi TEPA, je vous le rappelle, c'est le fameux paquet fiscal voté en 2007. Notez également que le Parti communiste regrette l'absence de coup de pouce pour les salaires et que le Front National parle d'un saupoudrage à crédit. 26 milliards d'euros annoncés donc et un déficit public qui va se creuser. C'est la relance la plus importante depuis 1981. Il faut dire que la crise se fait sentir chaque jour un peu plus et derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes. Voici ce que l'on pourrait appeler la chronique d'une faillite, celle d'une grosse entreprise de transport, 290 salariés près de Chambéry. L'une de nos équipes l'a suivie sur le vif. Reportage Julien Dupéret, David Dameda. C'était leur dernière livraison. Ces camions-là, ils ne les conduiront plus. Là maintenant, les dernières clés sont là, on va les déposer, c'est fini, c'est terminé. L'entreprise Roger sera plus sur les routes de la Savoie, c'est fini. Ce soir, il n'y a plus de collègues, il n'y a que des amis. On se reverra tout le temps. Demain, quand tu vas te dire, bah tiens, je vais me lever, bah putain, j'ai plus au boulot. Je vais où? Merde. Didier Rogès est avec ses salariés. Aux côtés de son frère Patrick, il dirigeait l'entreprise. Dans les bureaux, le liquidateur judiciaire chargé par la justice de la fermeture. Le tribunal a refusé les offres de reprise. Les deux frères perdent tout. Aujourd'hui, on licencie 300 personnes, donc, avec toutes l'émotion qui peut aller avec. Et en plus, on perd tous nos biens immobiliers industriels. À l'heure du déjeuner, repas d'au revoir. Les deux patrons ont invité leurs salariés les plus proches. On est suffisamment fort tous autant qu'on est pour pouvoir
repartir et rebondir voilà, sur un autre chemin. Et puis, merci. La fin d'une histoire familiale, commencée il y a 42 ans par les parents Rogès. Je suis né dedans et aujourd'hui il faut que j'en sorte. C'est comme si j'enterrais un membre de ma famille. Voilà. Coup de blues et coup de sang. De retour à l'entreprise, le ton monte entre les dirigeants et un délégué syndical. Écœuré, celui-ci quitte violemment les lieux. Par chance, de simples contusions. Mais une faillite, c'est aussi ça, plus d'1 an de tension et de division. Le lendemain, comme ses autres collègues, Michel Hans ne reprend pas la route. Son sort est définitivement scellé. Conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 25 novembre, je suis dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques suivants. Ça change quelque chose de l'avoir physiquement écrit et dans ses mains? Ouais, ça donne le frisson. 53 ans, de crédit, une maison, 2 enfants, impossible pour lui de ne pas retravailler. Mais pour l'instant, les contacts pris auprès d'employeurs ne donnent que des réponses négatives. Revenez plus tard, contactez-moi plus tard. Pour l'instant, j'ai des camions qui ne tournent pas. C'est calme. Recontactez-moi au mois de janvier. Voilà. Derrière ce qui n'est plus son bureau, Patrick Rogès, lui, revit la chute. Son entreprise qu'il a peut-être fait grandir trop vite. Les dettes qui s'accumulent, le prix du gazole qui augmente, la conjoncture. Le patron fait son bilan. Ce qui est arrivé, c'est de ma faute, c'est de la faute de personne d'autre. J'ai fait des erreurs de casting, j'ai fait des erreurs stratégiques, j'ai fait des erreurs financières. Enfin, j'ai fait des erreurs, je les assume complètement, mais je ne veux surtout pas faire porter le chapeau aux salariés de l'entreprise, bien au contraire. Relancer une entreprise dans la région, Patrick Rogès n'en a plus les moyens, ni le courage. Alors, avant de retrouver un travail, il a une priorité, retrouver le sommeil. Des fermetures quotidiennes. Notez qu'aujourd'hui, Sony a annoncé la fermeture de son usine de Ponton sur l'Adour dans les Landes, une usine qui employait 312 salariés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce plan de relance et son contexte. Notez que dans le même temps, Jean-Claude Trichet a annoncé que la Banque Centrale Européenne diminue son principal taux d'intérêt de 3/4 de point à 2,5%. C'est la 3e baisse en 3 mois et son ampleur est inédite depuis la création de l'euro. Pour les non-initiés, il faut savoir qu'une diminution des taux d'intérêt signifie que le prix de l'argent, c'est-à-dire du crédit, sera moins cher. En bref, le résultat des élections prud'homales, abstention record, un salarié sur 4 seulement a voté, contre 32% il y a 6 ans. La CGT conforte son rang de numéro 1, la CFDT, FO et la CFTC sont en recul, la CGC, l'UNSA et surtout Solidaire sont en progression. Autre titre de l'actualité, le raidissement entre la Chine et la France. À 2 jours de la rencontre entre le Dalai Lama et Nicolas Sarkozy, Pékin brandit maintenant la menace de représailles commerciales. Philippe Rochaud. Le Dalai Lama acclamé au Parlement européen par plus de 600 députés. Une nouvelle consécration pour le chef tibétain à 2 jours de sa rencontre avec Nicolas Sarkozy. Mais une rencontre qui dérange la Chine. Déjà ça bouge à Pékin, devant l'ambassade de France. Un couple brandit une pancarte, le Tibet appartient à la Chine et le pouvoir chinois lance un avertissement. Le président français a insisté pour rencontrer le Dalai Lama, ce qui a provoqué une forte réaction du peuple chinois. Nous appelons au calme. Alors va-t-on assister à des scènes contre les intérêts français comme au printemps dernier, devant l'un des 120 magasins Carrefour ? La menace est réelle, alors qu'en novembre 2007, Nicolas Sarkozy avait signé pour 20 milliards d'euros de contrats avec les Chinois. Airbus enregistrait ainsi une commande de 160 appareils et devait signer d'autres contrats. Areva se voyait acheter 2 réacteurs nucléaires et EDF augmentait son développement. Ce nouveau coup de frein donné à nos relations avec Pékin pourrait creuser un déficit commercial d'environ 30 milliards d'euros avec la Chine cette année. Le Dalai Lama est donc bien le maître du jeu. Il met le doigt sur nos contradictions. J'ai déjà rencontré l'épouse du président. Une femme superbe. Je vais maintenant rencontrer son mari. Le Dalai Lama sait parfaitement que la défense du Tibet a pour nous aussi un prix politique.
Une étape importante dans la réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée. Les députés ont adopté une disposition clé, la nomination du président de France Télévisions, non plus par le CSA, mais par le président de la République en Conseil des ministres. L'Assemblée où le climat, vous allez le voir, reste électrique sur ce dossier. Thierry Curtet. Pour 42 contre 21. L'article 8 est adopté. C'est désormais le président de la République qui devrait nommer le président de France Télévisions. Dans l'hémicycle, les débats restent tendus. Je demande au nom de mon groupe, Madame la Présidente, une suspension de séance. La guérilla législative de l'opposition finit par user la patience de la majorité. Alors je voudrais simplement dire, au nom du groupe UMP, que les litanies, les mensonges, les caricatures, les invectives, les manipulations et la désinformation ne font pas un débat. La discussion aurait dû se terminer ce soir, mais moins d'un quart des articles a été adopté. La majorité menace toujours de procédures plus expéditives qui raccourciraient les débats, ce qui provoque l'ire des socialistes. S'il y a obstruction dans ce débat, c'est celui de la majorité qui a érigé une sorte de mur du silence parce qu'elle a honte de ce projet. Elle a honte des dispositions liberticides qui sont contenues dedans et qui permettront demain au président de la République de nommer les dirigeants de l'audiovisuel, les dirigeants de l'information, selon son bon vouloir. C'est intolérable. Cette course de lenteur risque de faire exploser le calendrier prévu. Le gouvernement et la majorité réfléchissent à une parade possible. La justice avec un procès en diffamation aujourd'hui intenté par l'Opus Dei à une romancière, Catherine Fradier. Dans son dernier livre, Camino 999, elle décrit l'organisation traditionnaliste comme complice de malversations financières et de manœuvres criminelles. Alors quelle est vraiment la nature de l'Opus Dei? On évoque souvent le contrôle étroit qu'elle exerce sur ses membres ou les pratiques de mortification qu'elle encourage. Pendant longtemps, le mouvement a cultivé le secret. Aujourd'hui, il souhaite donner une autre image. L'Opus Dei, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Brault, Mathias Barrois. Quand il fonde l'Opus Dei en 1928, le prêtre espagnol ne sait pas encore combien son organisation va éveiller les passions. Le credo d'Escrivá de Balaguer, le fondateur, c'est la sanctification par le travail, ou comment devenir un saint dans la vie ordinaire. Ultra-conservatrice, l'organisation voit ses membres soutenir le régime de Franco. Influente auprès du pape, elle se voit rapidement qualifiée de sainte mafia. Et puis il y a ces outils, silice et discipline, avec lesquels l'Opus Dei recommande de se mortifier. Aujourd'hui, l'organisation veut présenter un nouveau visage. Nous sommes au cœur de Paris, dans une résidence d'étudiants. Je peux vous faire la salle de travail? La première salle de... Celui qui nous ouvre les portes, c'est Éric Lemeur, le directeur. Il est ce que l'on appelle un numéraire. Il s'est engagé à vie, ne possède rien, il travaille, mais se dévoue à l'Opus Dei. Vous vivez un petit peu comme un prêtre, en fait. Si c'est le célibat qui vous fait dire ça, oui, mais sinon, non. Parce que le prêtre, il a ses fonctions, moi j'ai les miennes. L'aumônier, lui, il va s'occuper de toutes les activités, je dirais, de prière, de méditation. Moi, je vais m'occuper de la gestion du foyer. L'Opus Dei en France, ce sont surtout des familles classiques, comme les Durnerins. 5 enfants et Valérie, la mère, professeure d'histoire. Alors, les garçons, vous expliquez pourquoi on fait quand même un petit goûter de fête? C'est la fête des archanges. La fête des archanges. Elle est surnuméraire, comme 75% des membres. Cela signifie qu'elle s'engage chaque année à vivre selon les principes de l'organisation. C'est un engagement qu'on prend, mais je suis libre d'y aller, je suis libre de le quitter. Et moi, ça me rend très heureuse et ça me permet vraiment de trouver un sens à ma vie. Pas d'obligation, mais des règles à respecter. Une confession par semaine auprès d'un prêtre de l'Opus Dei, une directrice spirituelle, des cours, des retraites et une messe quotidienne. Dans sa paroisse, Valérie est la seule membre de l'Opus Dei. La seule aussi à communier de manière traditionnelle, génuflexion et hostie directement dans la bouche. Dieu, c'est l'amour de ma vie, donc je veux le voir. Et même là, vous voyez, dans le tabernacle, il est là. Et mon plus grand bonheur, c'est le centre de ma vie, la messe, vraiment. Et quand j'ai pas la messe, je suis malheureuse. Malgré ses efforts de communication, l'Opus Dei ne fait pas taire les critiques. Elles viennent parfois de l'intérieur. Cet homme enquête depuis 20 ans pour une revue catholique de gauche.
L'Opus Dei pose des problèmes sur l'accompagnement spirituel de certains de ses membres, et notamment des plus jeunes. Et je n'hésite pas à dire que cet accompagnement spirituel, avec la dépendance absolue avec le prêtre qui dirige cet accompagnement spirituel, a fait montrer à travers un grand nombre de témoignages depuis 20 ans que je travaille sur l'Opus Dei, un certain nombre de dérives que je qualifie de sectaires. Des dérives, Catherine en a connu. Elle a passé 15 ans au sein de l'organisation. Elle explique avoir été recrutée à l'âge de 16 ans. Elle est alors élève dans cette école hôtelière de Thonon, un établissement contrôlé par l'Opus Dei. Elle y fait vœu de célibat, va de centre en centre, travaille 7 jours sur 7. Elle est payée, mais elle ne voit jamais l'argent. Chaque personne avait son compte en banque, mais on ne détenait pas nos chéquiers. C'est-à-dire les chéquiers étaient signés en blanc au bureau de la directrice, sous clé, et c'est elle qui, ayant la clé de la boîte aux lettres, relevait les comptes. Et au fur et à mesure où nos salaires étaient pris, en fait, ils étaient reponctionnés directement par la directrice. Catherine a porté plainte. Elle a le sentiment d'avoir été manipulée. L'Opus Dei, elle, tente de se fondre toujours plus dans le paysage. Elle a cette année ouvert un 2e collège près de Paris. Et si l'organisation déclare seulement 1000 membres en France, par le biais de ses diverses activités et associations, 10 000 personnes en seraient proches. Il est 20h19, à suivre comment nos médicaments polluent les rivières. Une première grande étude est lancée, on verra que les stations d'épuration n'éliminent pas les résidus. La sécurité routière, étonnant mais bien réelle, les autoroutes plongées dans le noir en raison du vandalisme sont plus sûres que les autres, il y a moins d'accidents. Explication dans un instant. Et puis l'énigmatique Monsieur Armstrong, le champion s'explique ce soir sur son retour sur la France et sur le dopage. Nous l'entendrons, interview France 2. Mais d'abord un conflit qui s'éternise. La Guyane est paralysée depuis 10 jours par les manifestations contre l'essence chère. Barrages routiers, défilés, la vie s'est presque arrêtée. Un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures. Amaury Guibert. Dans les rues de Cayenne, ils invoquent le Père Noël. Et en guise de cadeau, ces milliers de manifestants réclament une baisse des prix de l'essence. Qu'on ait nos 50 centimes de réduction, parce que c'est inadmissible. En tant que mère de foyer, je paye un plein 95 € par semaine. Avant la crise, le litre de sans-plomb atteignait 1,77 €. Une baisse de 30 centimes a déjà été négociée et les élus de Guyane se sont engagés hier à réduire les taxes sur l'essence en échange d'une cagnotte de 5 millions d'euros versée par le gouvernement. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, Yves Gégaud, s'est dit ouvert à cette proposition. Au total, la baisse atteindrait donc 50 centimes. L'objectif des manifestants qui, depuis plus de 10 jours, ont dressé des barrages par dizaines et bloqué la Guyane. Mais la baisse ne sera que provisoire, 3 mois seulement, le temps de réaliser un audit sur les prix de l'essence dans le département. L'actualité à l'étranger avec d'abord la volte-face du Zimbabwe. Le gouvernement reconnaît l'ampleur de l'épidémie de choléra, on l'évoquait hier. Il décrète pour la première fois l'urgence nationale et appelle à l'aide la communauté internationale. La France envisage un secours d'urgence. Au Proche-Orient, la police israélienne est finalement parvenue à évacuer des dizaines de colons juifs d'un bâtiment de Hébron. Après plusieurs jours de heurts, au moins 3 personnes ont été légèrement blessées. Et puis la démocratie directe selon Vladimir Poutine, devenu Premier ministre, il se prête toujours au jeu des questions-réponses à la télévision. Il a tendu la main à Barack Obama en évoquant des signaux positifs à Washington. Il a aussi usé de la provocation en revanche avec le président géorgien Mikhail Saakashvili. Question d'un téléspectateur, est-il vrai que vous avez voulu le pendre par un endroit particulier? Et pourquoi par un seul endroit? A répondu Vladimir Poutine. Retour en France avec l'environnement et je vous le disais, cette première grande étude sur la pollution de l'eau par nos médicaments antidépresseurs, antibiotiques, pilules contraceptives, on l'a longtemps ignoré, mais les résidus sont bien présents dans les rivières. En fait, les stations d'épuration ne sont pas conçues pour les éliminer. On en mesure déjà les conséquences. Enquête Estelle Collin, Alexis Fischer. Un principe actif dans l'eau, c'est ce que l'on attend d'un médicament prescrit. Le problème, c'est que des substances chimiques circulent à votre insu via les urines dans les égouts. Nous sommes à l'hôpital militaire Percy, à Clamart, en région parisienne. Ici, des scientifiques prélèvent à 7 mètres sous terre un échantillon des rejets. Il s'agit de traquer les résidus médicamenteux. L'étude vient de commencer. Elle est commandée par des fonds publics et privés. Et on va prendre un grand nombre de prélèvements répartis au cours de la journée et qui se répartissent en fonction du débit qui passe dans l'égout. 24 heures plus tard,
L'échantillon arrive au laboratoire de la faculté de pharmacie. Ici, on va établir la trace des molécules présentes dans les eaux usées. Une première en France, cette étude met en évidence la présence de médicaments dans l'eau. Si vous avez une personne qui consomme un médicament, donc elle ne va pas polluer. Si vous avez donc plusieurs milliers de personnes qui consomment le même médicament, donc là on aura un risque d'avoir des teneurs donc non négligeables donc, dans les eaux de surface principalement. Et ben, la pilule contraceptive, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui la consomment. Effectivement, dans l'eau du robinet, dans les grandes villes de France, on trouve des traces de pilules contraceptives, certes infimes, mais avec des conséquences pour la santé que l'on ne maîtrise pas encore. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dans les rivières françaises, la population des poissons s'est largement féminisée et que la reproduction des espèces s'en trouve altérée. Face à la pollution, les usines de traitement des eaux savent faire. En revanche, ce qu'elles ne savent pas faire, c'est prendre en charge les résidus de médicaments, antibiotiques, anticancéreux, antidépresseurs. Alors actuellement, les normes européennes, ni d'ailleurs aucune norme internationale, ne prend en compte ces molécules médicamenteuses dans les systèmes de contrôle. Donc on est encore dans le domaine du développement de la recherche et puis également de l'autosurveillance faite par certains producteurs d'eau qui ont des laboratoires de contrôle qui permettent de faire les analyses. Principaux responsables de cette pollution, nous, le grand public. Mais les industriels du médicament ont eux aussi une part de responsabilité et pour la première fois, ils le reconnaissent. Vraisemblablement, longtemps, on n'a pas envisagé qu'il puisse y avoir des rejets dans l'eau de médicaments. Aujourd'hui, tout le monde, dont nous, les industriels, acceptons le principe qu'il puisse y avoir des rejets de médicaments dans l'eau. Des chercheurs ont récemment détecté en mer du Nord plus d'une dizaine de tonnes d'acide chlorhydrique issus du traitement anticholestérol. Toute la chaîne alimentaire est concernée et personne ne sait à ce jour en mesurer les conséquences. La sécurité routière, avec un phénomène étonnant, vous allez le voir, et que personne n'avait prévu. Depuis quelques années, le vol de métaux a pris une telle ampleur que certaines autoroutes sont plongées dans le noir. Eh bien, les autorités ont découvert qu'il y avait moins d'accidents. Du coup, les lampadaires ne seront pas forcément tous rallumés. Reportage Juliette Guérin, Thomas Donzel. À gauche de l'écran, une autoroute éclairée comme il est d'usage en Île-de-France. À droite, la 15, au nord de Paris, privée de lumière. Il y a bien des lampadaires, mais ils sont hors service depuis bientôt 2 ans. Depuis que des trafiquants de métaux ont arraché tous les câbles d'alimentation en cuivre. Les câbles ont été sectionnés, l'ensemble de l'appareillage a été volé. Et aujourd'hui, donc, cette barre d'éclairage ne fonctionne plus puisque tout a été saccagé. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de kilomètres d'autoroutes sont ainsi plongés dans le noir en Île-de-France. Ce qui ne rassure pas les usagers. S'il y a un véhicule en fait sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est vrai qu'on le voit au dernier moment. Quand il y a du brouillard, je peux vous dire que on voit même pas les panneaux, on voit rien ni les toits. Et pourtant, depuis qu'il n'y a plus d'éclairage sur la 15, les accidents de la route ont diminué. Moins 35% en 2 ans. La prudence des automobilistes a semble-t-il payé. Objectivement, ce que l'on constate, c'est que les usagers réduisent leur vitesse, dont on sait que c'est un facteur très important de la sécurité. Du coup, la lumière ne sera rétablie sur la 15 que dans les zones d'échangeurs, jugées plus dangereuses. Et certaines préfectures pourraient décider de s'en passer sur plusieurs axes de la région. La santé, c'est demain que sera donné le coup d'envoi du 22e Téléthon. La recherche avance, l'espoir aussi. Cette année, l'accent est mis sur les maladies rares et orphelines. Exemple, l'amorose de Leber. Maladie génétique et héréditaire, elle toucherait 1000 à 2000 enfants en France. Elle entraîne la perte progressive de la vue jusqu'à devenir totalement aveugle. Voici l'exemple de 2 frères que vous retrouverez ce week-end. Ils ont 12 et 15 ans. C'est une leçon de vie. Reportage à Roanne, Cécile Tartakovsky, Marc Lécher. Livre. Ben non, relais. Relais. Jessie et Mickaël ont 12 et 15 ans. Ils sont frères et souffrent de la même maladie, l'amorose de Leber, une rétinite pigmentaire qui rétrécit leur champ de vision lentement, mais inexorablement. Tout le monde croit que je suis normal, mais alors qu'en fait, certes, je suis normal, mais avec un handicap plutôt sérieux. Même si c'est vraiment pas sérieux comparé à certains handicaps que je connais. Ma maladie, elle est normale, mais pénible, quoi. Elle est surtout pénible.
Parce que, comment dire, quand on voit comme ça, on se dit, oh, de toute façon, ils voient juste pas comme nous, mais bon, ça change rien, quoi. Et bien, justement, cette maladie, je pense, c'est celle qui est la plus vicieuse, un peu. Là, je vois pratiquement rien. Je vois une sorte de... Je vois l'écriture, mais ça va mal pour écrire. Quand c'est comme ça, j'ai beau mettre la main, c'est déjà un petit peu plus éclairci. Alors pour compenser leurs yeux déficients, les deux garçons s'aident quotidiennement de lampes, des alliés lumineux indispensables qui leur permettent de vaincre les difficultés liées à la pénombre. Vous en parlez souvent du handicap ensemble, comme ça, qu'on se retrouvait tous ensemble? Alors pratiquement jamais. Non. Non, enfin, par rapport à l'école. Hier, on en a parlé. Je suis plus quelqu'un qui me renferme sur moi-même, c'est-à-dire que me dire cette ma maladie, j'en parle pas vraiment parce que ça me fait vraiment pas envie d'en parler. Donc comment dire, j'ai du mal à accepter mon handicap un peu quand même. Donc voilà. Donc j'ai du mal à vivre quoi avec ça, ouais quoi. 13, ouais, 14, peut-être à 18 ans, entre 16 et 18 ans, ma vue va baisser et là, le noir. Voilà, je ravale. Pour mieux appréhender cet avenir encore flou et incertain, Jessie, le plus jeune mais aussi le plus touché, apprend aujourd'hui avec une locomotricienne à apprivoiser la ville, ses rues, ses monuments et surtout ses bruits. Une étape essentielle avant une future canne blanche. Voilà le Téléthon présenté par Sophie Davant et Nagui, qui sera parrainé cette année par Julien Clerc. C'est à suivre demain à partir de 18h50 sur France 2. Il a 37 ans, il est américain et il a régné sur le cyclisme mondial pendant près d'une décennie. Lance Armstrong a provoqué la stupeur en annonçant son retour sur le Tour de France 2009. Ce soir, il s'explique, il se confie à France 2. Julien Benedetto. Il roule pour l'équipe Astana mais ne quitte jamais ce maillot noir, celui de sa fondation contre le cancer. Lance Armstrong est de nouveau un coureur professionnel. Il s'entraîne en ce moment aux Canaries et se confie. L'Américain a longtemps hésité à participer au Tour de France parce que, dit-il, il reçoit des menaces. Les menaces existent actuellement et elles existaient déjà avant, c'est une réalité. Je ne fais pas de cinéma, c'est pour ça qu'il y avait toujours des gardes du corps autour de moi en France, intégrés à mon équipe. 7 victoires dans la grande boucle et autant d'années de suspicion. Parfois conspué par le public, soupçonné de dopage et même mis en cause par un journal, Armstrong se montre aujourd'hui philosophe. La suspicion, ça fait partie de ma vie depuis 10 ans, même avant mes premières victoires. Dès 96, quand on a diagnostiqué mon cancer, certains ont dit que c'était un prétexte pour me doper. J'ai l'habitude de ces histoires. Même si Armstrong n'a jamais été contrôlé positif, son retour ne fait pas l'unanimité. Dans le peloton, certains n'ont toujours pas digéré l'arrogance affichée par le Texan lors de son dernier sacre. Je vous ai fait un bras d'honneur pendant 7 ans, maintenant je me casse, vous êtes tous des cons. Et aujourd'hui on va lui rouvrir la porte, on va lui remettre un tapis rouge pour qu'il revienne. Ben moi j'ai envie de dire non, c'est tout. Ça s'arrête là. Dans ce contexte, Armstrong fait profil bas. Il annonce qu'il ne percevra aucun salaire et qu'il versera tous ses gains à sa fondation. En Espagne, il a déjà subi plusieurs contrôles inopinés, symbole d'une année qui s'annonce sous haute surveillance. Et notez que vous pourrez découvrir l'intégralité de cet entretien exclusif réalisé par Lionel Chamoulot et Jean-René Godard dans Stade 2, dimanche donc à partir de 17h30. Du très grand ballet maintenant avec Raymonda qui ouvre les festivités de fin d'année au Palais Garnier à Paris. 3 heures d'un spectacle éprouvant pour les danseurs. La chorégraphie de Rudolf Nureyev est considérée comme l'une des plus exigeantes physiquement. C'est un tour de force. Sophie Jouve, Didier Dahan. Il fait partie de la légende de l'opéra. Le plus long, le plus convoité, le plus redouté des ballets. Pour donner tout son éclat à Raymonda, ils vont affronter un déluge de difficultés et multiplier les morceaux de bravoure. Quand je voyais les photos des étoiles avec les perles comme ça autour du visage, j'avais trop envie de danser ce rôle-là. Bon, maintenant j'ai compris ce qui m'arrivait, mais c'est vrai que la beauté de la chose fait qu'on a quand même envie de le danser. Pour ces danseurs, un marathon, mais pour les spectateurs, une féerie. C'est le premier ballet russe monté par Nureyev lorsqu'il a pris la direction de l'opéra en 83. Parce que c'était un symbole de fantaisie, mais aussi d'exigence technique. On a
de toute façon, je ne vois plus rien, je ne sens plus rien, c'est comme si j'allais tomber dans les pommes, donc il faut continuer. Et en fait, c'est sympathique de savoir que les autres souffrent autant que vous à ce moment-là, en fait. Exotisme oriental avec cosaques et soieries. Vie de château et rutilement de pierreries. Princesse enlevée par un guerrier aux yeux de braise. Et l'amour qui triomphera de tout. C'est probablement un petit peu comme les repas de fête où on mange beaucoup de bonnes choses. Il y en a peut-être un tout petit peu trop, où on sort de table peut-être avec le ventre bien chargé. En revanche, on raterait pour rien au monde ce repas qui est un repas de partage et de fête. Comme à chaque Noël, c'est tout le corps de ballet que l'on célèbre, du plus grand au plus petit talent, et par les temps qui courent, une belle occasion de rêve éveillé. Voilà, notez l'apparition aujourd'hui du nouvel album photo de Reporters sans frontières, sans clichés pour la liberté de la presse, 9,90 € qui iront à l'association. Rappelons que 127 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le changement de cap de la politique économique. Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui son plan de relance pour contrer la récession. 26 milliards d'euros de dépenses publiques, dont 15 dès l'an prochain. Plan centré sur l'investissement et financé par la dette. La prime à la casse est confirmée. Le prêt à taux zéro est étendu. Martine Aubry pour le Parti Socialiste estime que le dispositif n'est pas à la hauteur. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, point route Valérie Maurice, 20h50 envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et au sommaire notamment Planète Facebook. Le succès de ce site internet est planétaire. Y a-t-il un risque pour la vie privée? Les réponses dans un instant. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.